Donc, hier, on avait parlé un petit peu des outils statiques, dynamiques. On va revoir cette notion. En fait, la différence entre un binaire statique et un binaire dynamique réside dans la compilation. La plupart des programmes utilisent une variété de bibliothèques. On a les .so, les SO, fichiers sous Linux, ou les fameuses DLL, les fichiers sous Windows. On les appelle des programmes dynamiques. Les DLL sont des librairies dynamiques. Ok, les programmes statiques sont compilés avec ces bibliothèques intégrées dans le fichier exécutable fini. Lorsque nous essayons d'utiliser le binaire sur un système cible, nous aurons presque toujours besoin d'une copie compilée statiquement du programme, car le système peut ne pas avoir les dépendances installées, ce qui signifie qu'un binaire dynamique ne pourrait pas s'exécuter. Donc on va privilégier lors d'une attaque forcément les programmes compilés en les binaires en statique, ok? Pas en dynamique. Ok? Et vous serez beaucoup plus discret, il y aura moins d'appels, appels système, appels RPC, appels vers des DLL, chargement, déchargement de DLL, appel vers les API Windows, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus furtif et ça fonctionne beaucoup mieux. Ensuite, eh ben, je vous ai parlé des proxys, les proxy chain. Eh ben, le scan redouté, c'est via un proxy. C'est vraiment dernier recours en fait, hein, parce que l'analyse via les proxy chain est très lente et souvent limitée. Par exemple, on peut pas analyser des ports UDP via un proxy TCP. Et puis il y a une exception qui confirme la règle en fait, hein, c'est le moteur de script Nmap, le NSE, car la bibliothèque de script n'est pas fournie avec la version compilée statiquement de l'outil. En tant que tel, on peut utiliser une copie statique de Nmap pour balayer le réseau, trouver les autres pardon, avec des ports ouverts, puis utiliser, cette fois-ci, notre propre copie locale de Nmap via un proxy, mais spécifiquement contre les ports qu'on aura trouvés. Ok? Donc c'est la seule exception qui confirme la règle. Aussi, il faut voir aussi ce qu'on appelle les land shells. Ok? Je vous ai dit, soit vous apportez vos outils, bring your own tool, soit vous utilisez les outils qui sont directement sur place. Par exemple, on peut utiliser les scripts NSE pour pirater une machine. C'est tout à fait possible. Il y a plein de scripts malicieux, Nmap, NSE, qui sont préchargés. Mais là, malheureusement, sur notre machine, là, en l'occurrence, sur Reef, on a, on n'a pas Nmap qui est installé. Donc, on peut pas s'en servir comme une porte dérobée pour faire des choses malicieuses. Donc des fois, vous n'aurez pas des scans de port. Donc il va falloir un petit peu bidouiller et on va voir un one-liner. Donc c'est refactorisé en une ligne. Vous savez qu'en Bash, eh ben, les opérations s'effectuent de façon séquentielle. Vous pouvez faire 3, 4, 5 lignes, mais ces 5 lignes, vous pouvez les faire en une ligne. Et on privilégiera les one-liners parce qu'on peut faire un copier-coller et l'injecter directement sur la machine. Les apprendre par cœur. Ok? Donc on va avoir un petit script bash très très simple, hein, d'une ligne qui va effectuer ce qu'on appelle un ping sweep, donc un balayage complet des scans de port sur un réseau de classe C. Par exemple, commençant 192.168.1 quelque chose. Ok. Euh, je vais vous montrer ça, mais à l'inverse, en fait, l'équivalent de cette commande dans PowerShell, elle est très très lente. Donc, il faut trouver une option alternative, en fait, quand cela est possible. Et il est relativement simple, en fait, d'écrire un scanner de réseau en C Sharp, ok, qui va être ensuite compilé et utilisé sur la cible. Ça sera beaucoup plus efficace que faire un ping sweep via PowerShell, ok? Mais on verra ça beaucoup plus tard, en fait, hein. Là, je vais vous montrer un simple script bash qui peut être très utile et qui est bon à connaître, ok? Donc, on va voir comment on peut, générer une liste de nombres, hein. Donc vous savez que là, si je tape sur du 192.168.1, eh ben, je vais aller parcourir toutes les machines de 0 à 254. Ok? La 255e, ça sera la machine qui est sur le broadcast. Le broadcast qui permet d'envoyer des informations sur le réseau à toutes les machines. Donc comment je peux scanner ça? Eh ben, je vais faire pour i, ok, donc je définis une variable. In, là je vais faire un range, un intervalle. Mon intervalle, je le veux quoi? De 1 à 255, puisqu'on est en classe C.
et qu'on utilise quoi? Bah, on utilise un masque de sous-réseau 255, 0. On va terminer mon intervalle. Je passe instruction suivante, point virgule, do, tu fais, donc là c'est un ping. Tu vas pinguer quoi? Ping C, ok. Sur quoi? Bah, la première machine, ok. La première machine, c'est quoi du réseau? Bah, c'est le point 1, point 1. Là, je mets ma variable qu'on a appelée i, ok. Donc pour appeler une variable, pour rappel, eh ben, c'est dollar plus le nom de la variable, sauf que là, bah, la i, c'est un intervalle, ok. C'est de 1 à 255. Donc, je la précise comme ça. Et on pipe. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais récupérer les informations. Qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer bytes, ok? From, donc ça, c'est le texte qu'on va récupérer dans grep. Et instruction, fin, et une fois que c'est fait, bah, done, c'est fini. Ok? Donc là, je vais avoir une réponse uniquement sur bah, ce qui est présent en fait. Les réponses réussies seront affichées, les autres non. Donc cette commande, en fait, elle génère une liste complète, je vous disais, de nombres de 1 à 255. Et elle va faire une boucle, le fameux do. On parcourt la boucle et on va se servir de notre intervalle de 1 à 255. Pour chaque numéro, ça envoie un paquet de ping, ICMP. Vous savez que pour pinguer une machine, on utilise l'ICMP. Donc de 192.168.1 à 255. Et on voit que je sais pas pourquoi j'ai des invalides arguments d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça c'est pas bon du tout. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Enfin, ça vous donnera les machines qui sont présentes sur le réseau, grosso modo. Euh, et donc ça va s'effectuer le travail en arrière-plan, ce qui signifie que chaque ping s'exécute en parallèle au niveau de la vitesse. Et i, c'est quoi? Bah, c'est le nombre actuel, ok, qu'on va incrémenter. Ok, donc on va incrémenter, on va faire une boucle itérative, on va ajouter plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, pour arriver à quoi? Notre dernière machine, la 254. Pourquoi? Puisqu'on part de zéro. Ok? Et la 255e, c'est la machine de broadcast. On s'en fout. Ok? Donc ça peut être un moyen très simple, vous voyez, en une ligne, de faire un scan, si jamais on n'a pas Nmap, par exemple, qui est présent sur le réseau. Ok? Donc ça peut être toujours utile, et n'oubliez pas que vous pouvez rencontrer des hôtes qui ont un pare-feu qui bloque les pings ICMP. Très souvent, les machines Windows le font. Ok? Donc, ça nous complique la tâche, si vous voulez, mais ça pose probablement moins de problèmes lors d'un pivotement, car bah, les pare-feux ne s'appliquent souvent qu'au trafic externe. Donc, tout ce qui rentre en incoming, mais pas ce qui est en sortie. Et ce qui signifie que bah, tout ce qui est envoyé via un autre compromis sur le réseau, on part du principe qu'il est sûr, donc on sait qu'en outgoing, on pourra exfiltrer sans problème et le pare-feu ne nous bloquera pas. En entrée, ça sera plus compliqué. Et si vous pensez qu'un autre est actif mais bloque les requêtes ping ICMP, vous pouvez également vérifier certains ports courants à l'aide d'un outil tel que Netcat. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ouais, on peut utiliser Netcat, et l'analyse de port dans Bash aussi peut être effectuée idéalement de manière entièrement native. Donc on a une autre commande qu'on peut utiliser. On va utiliser le dev TCP, et on va faire une redirection des erreurs, ok, sur le standard input pour pas avoir les erreurs qui s'affichent, et ça sera un petit peu plus propre. Une façon de faire, c'est toujours, on va définir i, on va mettre notre intervalle, toujours de 1, mais cette fois-ci, bah, on veut toutes les machines du réseau. On sait qu'il y a 65 535 ports sur le réseau, ok. Fin d'instruction, je fais ma boucle, do. Là, je fais ouais, je peux faire un écho. Donc, pour m'afficher quoi? Bah, je veux que tu m'affiches tout sur le dev en TCP. Je pars de ma machine, la première, 168.1.1. OK. Là, je définis, bah, j'appelle ma variable $i. OK. Donc, on voit la syntaxe est légèrement différente.
redirection, ok, vers mon dev null pour ne pas se choper les messages d'erreur. On redirige tout ça. Et ensuite, on passe eh ben, à l'affichage de ma variable qui s'appelle i, donc $i, et on va lui mettre par exemple est ouverte, is open, et autre instruction, fin, done. Donc ça va prendre extrêmement de temps, mais c'est tout à fait possible de faire ça en fait, hein. Scanner, et vous voyez que vous pouvez vous passer d'un scan de pas. C'est juste que bah, forcément ça sera beaucoup moins efficient. Le code tourne nativement en bash, mais il n'est pas multithreadé, donc bah, forcément ça risque de prendre plus de temps et bah, c'est moins pratique. Mais c'est faisable, ok? Donc là, à la fin de l'opération, j'aurai toutes les machines qui répondent. Et contrairement à mon autre one-liner que je vous ai montré avant, eh ben, j'aurai pas les erreurs, puisqu'on a redirigé toutes les erreurs, le standard error, STDR, vers le dev nul. Donc, les messages d'erreur ne seront pas affichés. Donc, ouais, ça prend beaucoup de temps et il faut savoir quand même utiliser en fait toutes ces techniques pour faire du ping sweep, ok? Pour pinguer des machines si jamais on se retrouve à poil et qu'on n'a pas notre couteau suisse avec toute la panoplie d'outils qu'on a l'habitude d'utiliser, notamment Nmap, lors d'un test d'intrusion. Ok. Donc, on va répondre aux questions et reprendre bah, ce que je vous ai montré hein, pour que ça soit bien clair. Donc le chemin absolu du fichier host, c'est le point 12, système 32. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, ok, d'accord. Quel est le chemin absolu vers le fichier contenant les entrées sous Linux? Si je t'ai pas débité, c'est dans etc result conf. Ok. Et comment on peut scanner les adresses actives, autoriser les demandes d'écho sur 172.24 à l'aide de bash? Eh ben, on va refaire notre commande. Donc, je sais pas, retour, retaper, on va pas se prendre la tête. 100, donc là, on va changer. Donc, on est sur du 172, 16.0.1. Ok. Donc maintenant, on va voir un peu comment on pivote. Ok. Donc on verra deux outils, ProxyChain et FoxyProxy. Ces deux éléments nous permettent de nous connecter via l'un des proxys dont nous allons parler dans les tâches à venir. Lors de la création d'un proxy, nous aurons un port sur notre programme de la machine attaquante qui est lié au serveur compromis. Nous donnons ainsi accès au réseau cible. Pensez à cela comme étant quelque chose comme un tunnel en fait, créé entre un port sur notre black box, hein, notre machine d'attaque Kali, qui sort à l'intérieur du réseau cible, comme un tunnel en fait, secret dans une histoire fantastique, ok, caché sous le plancher du bar local et sortant dans la chambre du trésor du palais, comme ils disent. Donc, ProxyChain, FoxyProxy peuvent être utilisés pour diriger notre trafic via ce port et vers notre réseau cible. Ok? Ça va pouvoir nous permettre de mener notre attaque, en fait. Donc, ProxyChain, c'est un outil que nous avons mentionné. Il est très utile, mais il vient pas sans inconvénients. Les chaînes de proxy peuvent souvent ralentir la connexion. Effectuer une analyse Nmap à travers elle est particulièrement infernale.
Dans l'idéal, vous devriez essayer d'utiliser les outils statiques lorsque cela est possible et acheminer le trafic via des chaînes proxy uniquement lorsque cela est nécessaire. OK? Donc ProxyChain, c'est un outil en ligne de commande qui est activé en ajoutant la commande ProxyChain à d'autres commandes. OK? Par exemple, pour proxy netcat via un proxy, eh ben, on va utiliser netcat plus l'adresse IP et le port. L'adresse IP c'est 172.16.0.10, le port c'est 23 et on va lui demander avant la commande ProxyChain. OK? Notez qu'aucun port proxy n'a été spécifié dans la commande ci-dessous. C'est parce que ProxyChain lise ses options à partir d'un fichier de configuration en fait. Donc le fichier de conf principal, il se trouve dans etcproxychains.conf. C'est là que les chaînes de proxy s'effectueront en fait, hein. C'est le fichier initial où le programme va chercher ces chaînes de proxy. Cependant, il y a un dernier emplacement où les chaînes de proxy vont être recherchées. Ces emplacements sont le répertoire courant, proxychain.conf. Donc, il y a dans proxychain, dans le home aussi, hein, peut-être, et l'ETC, enfin. Ok, donc ces trois parties, ça sera toujours un fichier qui s'appelle proxychain.conf, mais il peut être à la fois dans le répertoire courant de l'application, il peut être dans votre home directory, il peut être dans le répertoire ETC. Donc cela rend extrêmement facile la configuration des chaînes de proxy pour effectuer une infection spécifique sans modifier le fichier maître. On peut en effet modifier, copier le fichier et le déplacer à l'endroit où on veut, modifier le fichier de configuration dans une copie stockée dans votre répertoire actuel. Je vous ai toujours dit, on modifie jamais un fichier de conf direct. Généralement, on en fait une copie ou un backup. On le renomme. Ok, comme ça vous permet tout le temps d'avoir une copie fraîche qui n'a pas été modifiée et ça vous permet de restaurer le fichier si jamais vous avez un problème ou quoi que ce soit. Ok? Donc, si vous êtes susceptible de déplacer beaucoup de répertoires, vous pouvez à la place le placer dans un point proxychain, dans le répertoire courant, en fait, hein, notre home, le répertoire personnel, pour obtenir les mêmes résultats. Et comme je vous disais, si vous perdez ou détruisez la copie principale originale de la configuration des chaînes proxy, eh ben, vous pouvez tout à fait télécharger un fichier remplaçant à partir d'Internet. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une copie en local. Donc, en parlant du fichier conf proxychain, eh ben, il n'y a qu'une seule section qui nous est particulièrement utile en ce moment. Tout en bas du fichier se trouvent les serveurs utilisés par le proxy. Vous pouvez définir plus d'un serveur ici pour enchaîner les proxys ensemble. Cependant, pour le moment, nous nous en tiendrons à un seul proxy. Ok? Donc on voit le formatage classique hein, qui est séparé soit par un tabulation, soit par un blanc, un espace. Ok, et donc on utilise pour les proxy chaînes, on passe de l'HTTP ou on peut utiliser aussi du SOX. Ok, donc le SOX, il y a deux types de sockets. On a le SOX 4 et on a le SOX 5. Ok, donc le 5 est un peu plus récent que le 4, mais les deux fonctionnent. Ok, donc ça va permettre de rerouter le trafic réseau simple d'HTTP HTTPS vers tout simplement un proxy qui va passer par du tunneling SOX 4 ou SOX 5. Donc techniquement, après ce fichier hein, qui est pas offusqué, vous pouvez totalement lire. Tout est expliqué, hein. Vous avez juste à lire. Et on se retrouve avec une section un peu plus en bas qui s'appelle Proxy List. Et qu'est-ce que nous dit la Proxy List? Il nous dit, pendant ce temps, si vous voulez ajouter un proxy, eh ben, ajoutez-le ici. Là, qu'est-ce que nous dit? Il nous dit par défaut, on va utiliser Tor. Qu'est-ce qu'a fait l'utilisateur? Je vais zoomer au plus profond. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Lui, il demande quoi? Je vous ai parlé de SOX 4 et de SOX 5. Qu'est-ce que fait SOX? Eh ben, tout simplement, là, il demande une connexion SOX 4, ok? Sur le loopback, ok? Sur le localhost, appelez ça comme vous voulez. Donc, on est en 127.0.0.1 ou 0.0.0.0, c'est exactement pareil sur le port 9050. Ok? Donc ça, c'est bien important de comprendre tout ça. Et à chaque fois que vous aurez à modifier vos propres paramètres, ça se passera dans la section proxy list. Ok? Donc,
Faites bien attention, ça sera pas au début, hein, ça sera en bas. Proxy list. On le voit là. On le voit là. Donc, bah, je vais continuer. Ouais. Donc, c'est ici que nous pouvons choisir par quel port et transférer la connexion. Par défaut, il y a un proxy défini, là, en l'occurrence, sur le localhost, sur le 9050. Ok? Donc ça, bah, c'est par défaut, mais rien ne vous empêche d'y changer. C'est le port par défaut pour un point d'entrée Tor. Ok? Si vous choisissez d'en exécuter un sur votre machine à Dacan, c'est par là que ça se passera. Cela dit, cela ne nous est pas extrêmement utile. Cela devrait être changé pour un port arbitraire utilisé par les proxys que nous allons configurer dans les tâches suivantes. En effet, lors d'une cyberattaque, je vous déconseille d'utiliser tout simplement les ports par défaut. Pourquoi? Parce que ces ports par défaut sont connus. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que bah, le script qui dit qu'il va lancer des attaques via Metasploit, il a très peu de connaissances. Qu'est-ce qu'il va faire? Tous ces payloads, tous ces reversals, il va les récupérer sur le port 1, 2, 3, 4. OK? 1, 2, 3, 4, c'est le port Metasploit, comme on l'appelle dans le métier en fait, hein. C'est parce que bah, par défaut, tous les ports qui sont utilisés, notamment dans Metasploit, utilisent le port 1, 2, 3, 4. OK? Donc on sait que de 0 à 1023, c'est ce qu'on a. On a les ports communs. OK? Les ports, la plupart des ports qui sont connus. Donc là, on a de la chance. 1, 2, 3, 4, on dépasse cette plage. Mais pour un administrateur réseau, système et tout ça, dès qu'il va voir 1, 2, 3, 4, croyez-moi, ça va lui mettre la puce à l'oreille. Donc il y a une autre ligne dans la configuration proxy chain qui mérite l'attention spécifiquement liée aux paramètres proxy DNS. OK? Et ben c'est cette ligne. Donc vous voyez que c'est commenté, hein. On commence par un dièse et il y a écrit quoi? Proxy DNS request. No leak for DNS data. Et là on a proxy underscore DNS. Donc si vous effectuez une analyse Nmap via des chaînes de proxy, cette option peut entraîner le blocage de l'analyse. Je vous ai dit, faire une analyse Nmap via une chaîne de proxy, c'est une très mauvaise idée. Vous allez être considérablement ralenti. Donc si jamais c'est le cas, commentez la ligne proxy DNS en utilisant un hashtag, ok? Donc vous savez que vous pouvez commenter, vous n'avez pas besoin d'effacer. Dans du code source, on n'efface jamais, on commente. Le fait de commenter va nous permettre de désactiver la ligne en question. OK? Comme ça, on pourra la réutiliser pour un usage ultérieur. OK? Donc prenez cette habitude, hein. Tout le temps de commenter. C'est pas très compliqué, hein. Vous tapez commentaire. Alors, apprenez le commentaire sous C Sharp, en Python, peu importe le langage de programmation, apprenez à commenter et comme ça vous évitera d'effacer. On n'efface jamais, ok, le code source. On le commente. Le commente, ça permet d'annuler les fonctions, les méthodes, les appels, systèmes, peu importe. Tout ce qui est appelé, eh ben, dès qu'on commente, eh ben, le code source le prend pas en compte. Et du coup, ben, on peut contourner certaines fonctions, ok, certaines méthodes, euh, etc., etc. Donc les autres points à noter lors de la numérisation via des chaînes de proxy, c'est que vous pouvez pas utiliser, je vous l'ai dit, que des scans TCP. Donc pas de scan UDP ou SYN. Si vous passez par un proxy TCP, pas de scan UDP, pas de scan SYN. ICMQ packest, request, hein, ce qu'on appelle en anglais, grosso modo les requêtes de ping, en bon français, ne fonctionneront pas non plus via proxy. Ok? Il faudra utiliser l'argument PN, le fameux commutateur, le flag, le switch, appelez ça comme on voulait, pour empêcher Nmap de l'essayer. C'est pour ça que très souvent, quand on attaque une machine hein, sur le réseau qui n'est pas connecté à Internet, on passe par un VPN et vous voyez souvent qu'on utilise la fonction PN. Ok? PN nous permet de forcer le scan de port, quand bien même la machine ne répondrait pas à
l'ICMP Echo Request. Ok. Donc c'est extrêmement lent. Vous avez dit, faire un scan via une chaîne de proxy, c'est une très très mauvaise idée. Et c'est plutôt d'utiliser Nmap via un proxy lorsque vous utilisez un SE. Là, on va utiliser un script, des scripts malveillants ou des scripts de reconnaissance, d'énumération. On va utiliser un binaire statique pour voir où se trouvent les ports de l'autre ouvert avant de transmettre par proxy une copie locale de Nmap pour utiliser la bibliothèque de script. Ok? Donc tout ça, c'est des usages qu'il faut connaître. Les SOCs. Laissez-moi vous parler un peu des SOCs. Donc les SOCs, je n'invente rien, c'est un protocole réseau qui permet à des applications client-serveur d'employer d'une manière totalement transparente les services d'un pare-feu. Pare-feu en anglais, vous le savez, c'est firewall. Ok? Donc SOCs, vous allez me dire, je comprends rien. SOCs, ça veut rien dire. SOC, c'est Secure Over Credential Based Kerberos. Ok? Donc, littéralement, c'est l'abréviation du terme anglophone sockets. Sockets, vous allez me dire, ouais, ça c'est des chaussettes. Ouais, les sockets, c'est un petit peu des chaussettes, mais c'est pas tout à fait ça. Littéralement, c'est Kerberos sécurisé sur information d'identification, si on devait traduire. Les applications du réseau protégé, en fait, derrière un pare-feu, qui souhaitent accéder à des serveurs extérieurs, c'est le cas quand on se connecte à Internet et qu'on passe par une passerelle. Je vous parlais tout à l'heure de la gateway, c'est le cas. Eh ben, elles doivent se connecter via un serveur proxy de type SOCKS. Donc, S-O-C-K-S. Un tel serveur décide de l'éligibilité, en fait, du client à accéder au serveur externe, en fait, et transmet sa requête au serveur. C'est un intermédiaire. OK? SOX peut également être employé de manière inverse. OK? On a du SOX, du bind SOX et du reverse SOX. Qui, ben, si c'est inversé, c'est comme le reverse shell, ça permet aux applications à l'extérieur de se connecter au serveur derrière le pare-feu. OK? Qu'est-ce que fait un reverse shell? Il permet à un hacker de se connecter de l'extérieur et de contourner un pare-feu. Vous voyez où je veux en venir? C'est exactement cette analogie. Cette analogie, ouais, exactement, pardon. Donc, historiquement, on remonte à 1992. Ce protocole, il a été développé par David Koblas, un des administrateurs système de la société MIPS. MIPS, M-I-P-S. Donc, l'année du rachat de MIPS par Silicon Graphics, très grande société de la Silicon Valley, en 92. Peut-être vous étiez un peu trop jeune pour vous en rappeler, mais Coblas a présenté un papier sur SOX à un colloque sur la sécurité. À l'époque, on avait ce qu'on appelait le Usenix, ok? Et SOX est devenu en fait un protocole public. Donc il a été développé par Cobias et du fait de sa pertinence, on a décidé de l'implémenter dans le secteur public. Vous savez qu'on passe par un proof of concept. Une fois que le standard est attribué et autorisé, il devient un protocole public. Ok? Donc le protocole a été amélioré dans sa version 4 par Ying Dali de la société NEC. Donc tout ça, c'est des informations que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Je n'invente rien. La version 4A officieuse ajoute le support de résolution de nom, donc le DNS, à partir de SOX. L'actuelle version, c'est la 5. Je vous ai dit, vous pouvez avoir le choix quand vous utilisez des chaînes de proxy, quand vous utilisez Foxy Proxy, soit d'utiliser le SOX 4 et le SOX 5. Je vous ai dit que le SOX 5, eh ben oui, comme tout en informatique, si on a incrémenté le numéro de version, c'est qu'il est plus récent. En effet, la version 5, elle a été spécifiée dans les RFC 1928. Les RFC, ces fameuses RFC dont je vous parle dans la plupart de mes vidéos, les RFC sont des standards. Ok? C'est très important. Bien comprendre ça. On standardise les protocoles pour que, eh ben, on parle pas chinois, tout simplement. Et à chaque fois, vous avez des RFC partout, 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 partout. OK? Les RFC, ce sont
la standardisation des protocoles. Et je vous conseille tout le temps, alors même si c'est chiant, vous allez me dire, ouais, ça me casse les couilles, hein, je vais pas aller voir la RFC 1928 qui date de mars 1996. J'étais pas né. Peut-être, peut-être, mais tu ferais mieux d'aller la voir. Pourquoi? Parce que pour un hacker, aller récupérer l'ensemble des RFC, les comprendre, surtout, je vous ai dit, en hacking, on n'est pas là les bras ballants, on n'est pas des touristes. L'important, c'est de comprendre. Comprendre l'architecture, comprendre les techniques sous-jacentes. Pourquoi? Parce que ça vous donnera un avantage concurrentiel, ça vous donnera un avantage technique sur votre adversaire. Si vous savez comment fonctionne ça, eh ben vous savez comment le péter, vous savez comment le hacker, vous savez comment le contourner. Ok? Donc les RFC seront vos meilleurs enseignants, vos meilleurs profs de hacking. Vous devez analyser toutes les RFC pour comprendre le fonctionnement intrinsèque de chaque RFC. Et ça vous donnera des informations pertinentes qui vous permettront de hacker les systèmes. Les RFC pour les hackers lors d'une cyberattaque sont une mine d'or. Pourquoi? Parce que quand il faut définir des standards, on a besoin d'être explicite. On a besoin de donner des informations qui soient viables, qui soient pertinentes. Et le fait d'apprendre, d'acquérir toutes ces compétences, de faire une analyse et comprendre le protocole et, en gros son cahier des charges, ça va permettre au hacker de comprendre en fait le fonctionnement intrinsèque de la RFC. À partir de là, il pourra en déduire et réfléchir à des moyens de contourner le système. Ok? Mais pour pouvoir contourner le système, il nous faut avoir une vision objective du système. Il faut nous avoir des connaissances poussées sur le système. Et ça passe par l'étude des RFC. Je vous demande pas d'apprendre toutes les RFC, mais il y en a certaines qui reviendront, qui seront récurrentes, qu'il va falloir vraiment apprendre. Et ça vous aidera au quotidien, en fait. Je vous ai dit, un hacker doit comprendre l'architecture. Un hacker, c'est pas un script qui lance des scripts sur Internet et qui se fait passer pour un hacker. Pas du tout. C'est quelqu'un qui prend le temps de comprendre un système et via sa compréhension du système, va trouver des solutions pour l'améliorer, pour contourner, pour le protéger ou pour l'attaquer. Ok? Donc ça, c'est vraiment important.